Donc, je vais laisser la parole à Julie Stoll, qui va animer la première séance. On va maintenant donner la parole aux acteurs. Hein, vous êtes nombreux dans la salle. Et voilà, la première thématique, ça commence maintenant. On en a pas mal entendu parler, Biolay et Ferme de Chassagne. Et bien, on va vous présenter des représentants de ces deux organisations, Rémi, Céline, et puis aussi un représentant d'une entreprise, puisque s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de commerce équitable. Et donc Bernard Martin d'Equibio, merci de vous joindre à nous aussi. Oui. Oui, pour pas qu'il y ait trop de frustration, on vous rappelle en fait que toutes vos contributions via l'application Klaxoon seront gardées précieusement par notre équipe et ça va nous permettre d'enrichir nos réflexions stratégiques au sein de la famille du commerce équitable. Et encore une fois, voilà, vous pouvez continuer à poser des questions. On va essayer de garder un petit peu de temps pour que vos questions puissent poser à nos acteurs. Et voilà, je laisse la parole à Julie et à nos intervenants. Merci beaucoup. Bon, on va commencer par se présenter, par vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, qui vous êtes, dans quelle organisation vous travaillez, et c'est quoi la taille aujourd'hui de votre organisation, voilà, un peu une idée de où vous en êtes. On commence par vous, Rémi. Hein. Bonjour, je suis Rémi Lalvé, donc je suis producteur de lait dans les Hauts-de-Vosges. Je suis installé il y a 36 ans sur une ferme hors cadre familiale, une ferme vide. Donc sur du lait, je suis passé en bio en 98, donc il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, mon fils est rentré dans le GAEC il y a 10 ans et ma belle-fille est associée aussi depuis cette année. Donc on est 3 associés sur une petite structure de montagne. On a 30 vaches laitières et un atelier de poules pondeuses. Voilà pour le... Et vous faites quoi au sein de Biolay? Ah oui, aussi. Donc je vends du lait bio. Je suis administrateur à Biolay depuis 6 ans. Je m'étais beaucoup engagé avant dans les réseaux, ma réseau FNAB, avec une image de la bio qui correspond bien à ça. La bio pour partout et pour tous, c'est ce qu'on retrouve à Biolay. C'est pas une bio qui répond au marché. C'est avant tout travailler pour qu'il y ait un maximum d'hectares en bio, que tout le monde puisse passer en bio. Et voilà, donc à Biolay, c'est ça, la bio partout et pour tous, c'est pour ça que j'y suis arrivé aussi. C'est parce qu'on ne part pas d'un besoin de marché. Notre souci, c'est vraiment de répondre aux producteurs qui veulent passer en bio. Et après, on se débrouille pour mettre en marché. Évidemment, le marché est un outil important, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité de notre objectif. L'objectif, c'est bien de développer la bio et d'offrir des garanties à long terme aux producteurs sur des systèmes durables et qui puissent envisager l'avenir sereinement. Ok, merci. Céline, quelques mots de présentation. Vous en avez déjà eu beaucoup. Alors, Céline Peloquin, je suis paysanne avec mon mari sur une ferme en polyculture. Donc, on cultive céréales, légumes secs, oléagineux. Donc 75 hectares, nous sommes 4 travailleurs sur la ferme. Et c'est une ferme qui est en bio depuis 52 ans et qui est passée donc, de la polyculture élevage avec un élevage de moutons à de la polyculture seule, puisque justement il n'y avait pas de commerce équitable sur la production d'agneaux à l'époque. Quand la ferme était en bio, il n'y avait pas de débouchés. Voilà, et je suis... donc on fait partie, c'est une ferme qui fait partie des fermes qui ont constitué le groupement de producteurs il y a 24 ans, et autour de la valorisation des légumes secs au départ, puisque voilà, ça fait une 50aine d'années que les légumes secs ont été réintroduits dans les assolements, mais avec aucune filière française structurée. Donc la vente de légumes secs bio vers des pays un peu plus structurés en Europe du Nord, Belgique, Allemagne. Et puis à un moment, avec les importations et la période du faux bio, une crise dramatique qui a fait que, effectivement, le Basique l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu la nécessité de se regrouper entre les 5 producteurs concernés pour se renforcer collectivement avec une envie effectivement d'être dans une démarche collective. Voilà. Merci beaucoup. Bernard Martin,
Quelques mots de présentation. Bonjour. Donc je représente une entreprise effectivement du secteur de la bio, une entreprise historique, Equibio, qui a 30 ans d'existence, un peu plus, et qui a construit son développement sur 3 piliers. Un, l'innovation, c'est-à-dire proposer aux consommateurs des produits attractifs et proposer de la biodiversité dans les assiettes, enchanter les repas par le végétal, on va dire. Deuxième pilier, l'acquisition d'outils de transformation. On ne va pas parler d'industrialisation, mais c'est un peu dans ce sens-là. Faire en sorte qu'on puisse, avec les moyens dont on dispose, valoriser les produits issus des filières dans lesquelles on travaille. Et puis le troisième pilier, c'est effectivement la relation avec le monde agricole. Et je veux prendre quelques exemples ou citer quelques filières dans lesquelles on travaille. La plus ancienne, on va dire peut-être pour nous la plus emblématique, c'est la filière du quinoa en Bolivie, où on est présent aux côtés de producteurs avec lesquels on a construit une unité de collecte et de première transformation. Alors la Bolivie, malheureusement, est très d'actualité en ce moment. Une deuxième filière dont je parlerai après, celle du petit épaule de Haute-Provence, qui nous tient à cœur et je vous expliquerai. Et puis d'autres filières sur lesquelles on s'est investi, notamment dans les filières françaises pour amener de la valorisation sur des territoires. Je vais parler du riz bio en Camargue, je vais parler des blés durs bio dans le croissant sud-est de la France, et puis des filières de légumineuses, sarrasin et autres dans lesquelles on est impliqué. Alors, juste peut-être pour finir, dire que tout ce travail ne se fait pas seul, hein, c'est bien entendu avec des agriculteurs, et on en reparlera, mais c'est aussi un travail qu'on a imaginé avec un groupe d'entreprises auxquelles on s'est associé. Alors ça remonte déjà à plus de 15 ans, 17 ans. Je veux parler de biopartenaires, donc un groupement ou une association d'entreprises qui partageaient les mêmes valeurs, qui avaient les mêmes ambitions et qui souhaitaient défendre les principes du commerce équitable dont on va reparler. Ok, tout à fait, merci. Alors je voudrais avoir un peu vos réactions sur les deux précédentes interventions qu'on a eues. La question de cette transformation des modes de production, les préconisations du scénario présenté par l'IDRI. Est-ce que ça résonne chez vous ? Est-ce que c'est des choses que vous avez le sentiment de déjà faire ? Et est-ce que dans vos organisations, vous parlez de ces sujets-là ? Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour vous mettre ou pas dans la lignée de cette transition ? Et je voudrais que vous me répondiez en même temps aussi, est-ce que le commerce équitable, le fait d'être impliqué dans des filières de commerce équitable, alors vous en tant que producteur et vous en tant qu'entreprise, ça vous a aidé à prendre les mesures que vous avez pu prendre ? Voilà, c'est où vous en êtes en termes de transition agroécologique et c'est quoi le rôle du commerce équitable là-dedans ? On commence par qui ? Par Céline. Alors, je l'ai abordé juste à la présentation. La mise en place de la filière légumes secs, il y a donc à la création du groupement a été rendu possible aussi par un accord avec Biocop. Donc on était déjà dans un accord selon moi de commerce équitable qui permettait d'intégrer des prix rémunérateurs pour les producteurs, ce qui était impossible dans la jungle commerciale sur les légumes secs en France. Donc déjà à l'époque, il y avait les prémices d'un commerce équitable, me semble-t-il, même si c'était lié plus particulièrement à Biocop, mais c'est ce qui a permis quand même de lancer et de permettre aux producteurs de continuer à intégrer dans leur rotation. En bio, c'est nécessaire d'intégrer des légumineuses, et donc d'intégrer des légumes secs, c'est-à-dire des légumineuses à destination de l'alimentation humaine. Et ça, c'est possible. C'est la sécurité économique qui a été le point de départ. La sécurité économique permet de continuer à produire dans un système holistique, on va dire. Il y a, quand on gère les rotations, il y a peut-être des cultures moins rémunératrices, d'autres un peu plus, mais dans l'ensemble, il faut que le producteur puisse s'en sortir. Donc, la culture des légumes secs était abandonnée par la PAC. Il y avait des importations massives globalement de protéines végétales. Et donc, à un moment, comment est-ce qu'on réintroduit en France la culture des légumineuses, et en particulier des légumes secs, c'est-à-dire des légumineuses
à destination de la consommation humaine. Donc oui, bien sûr, le commerce équitable a été un facteur clé sur le maintien de ces productions sur nos fermes. Okay. C'est un exemple. Oui, super, merci. Rémi, quel est votre témoignage de... L'histoire de Biolay avec le commerce équitable, elle commence comme vous, avec Biocoop, puisque c'est les gens qui ont un peu la même histoire que nous dans le développement de la bio, et on s'est retrouvés forcément, naturellement, à travailler sur le commerce équitable. Dès 1996, il y a des choses qui ont été mises en place. Ça ne s'appelait pas commerce équitable, mais il y avait des contrats de longue durée, il y avait... évidemment de l'environnement dans tout ça, puisqu'on était entre bio. Il y avait aussi un fonds de co-développement qui a beaucoup aidé Biolay aussi à former les producteurs, à continuer à développer la bio partout et pour tous. Donc ça, donc aujourd'hui, on cherche à mettre un nom là-dessus. Biocoop l'a fait sans qu'il y ait de nom, en partenariat avec... Donc on a aussi travaillé, comme avec Super U, à aller jusqu'au bout du produit, à aller valoriser notre démarche. Pareil, avec un fonds de co-développement qui était introduit dans le prix. C'était un supplément de prix, ce n'est pas un retour direct, mais ça nous a aidé dans notre démarche, à valoriser notre démarche. Et puis on continue aujourd'hui avec des clients qui sont demandeurs aussi. Donc à Biolay, je pense qu'on sait faire, on rentre facilement. Après, à voir si le client demandeur, il rentre bien dans les cases, s'il est prêt à payer une prime de co-développement, si ce n'est pas seulement de la com, si on va assez loin pour sécuriser les producteurs, que le producteur est bien reconnu, que l'environnement est bien reconnu, que tout est pris en compte. Sur la question de la transition, vous en êtes où? Je vais le dire, parce que sinon vous allez mettre 35 minutes à nous le dire, comme quand on a préparé, mais la ferme de Rémi, elle est neutre en carbone. Ah ouais. Et ça veut dire que vous captez autant de CO2 que vous émettez. Oui. Et c'est un projet sur lequel l'ensemble de Biolay travaille. Peut-être pas neutre en carbone, mais c'est un objectif intéressant. Oui, ça m'a. Je vais parler de mon cas. Oui, c'est vrai que là aujourd'hui, on travaille sur le bilan carbone pour essayer. C'est un enjeu d'avenir, forcément. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation, donc mettre en place des outils pour aller plus loin dans le sens où on va inciter les producteurs à avoir des fermes autonomes, à avoir des systèmes herbagés. Tout ça, c'est un gros impact sur le bilan carbone. Pour mon cas particulier, c'est juste parce que je suis sur une petite ferme de montagne. Il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup d'arbres. Et il se trouve que ça m'a rassuré aussi en voyant le rapport tout à l'heure de l'IDRI, de Pierre-Marie. Parce que ça fait quelques années, moi je pense plus à ma succession qu'à moi aujourd'hui, mais où je me demandais quel avenir on a des petites fermes comme ça, où on nous dit il suffit de reboiser chez vous, puis de vous supprimer, on va stocker du carbone. Et puis aussi dans la filière, parce qu'il y a beaucoup de diversité dans les modes de production. À Biolay, on le voit aussi, il y a tous les modes de production. Et puis on se rend compte que on n'a pas des rendements terribles, on n'a pas. Et ça m'a fait du bien de voir qu'on avait une place dans la société comme ça, et que avant de venir ici, j'avais l'impression d'avoir un temps de retard, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un temps d'avance. donc ça me fait beaucoup de bien. Donc on continue à avancer et il faut à Biolay on a aussi mis, parce que ce qu'a dit tout à l'heure Hugo, l'interdiction des matières protéiques importées. C'est pas une mesure nationaliste, c'est juste pour éviter les importations, retrouver l'équilibre en France. C'est de ça dont on parle. De soja et de graines globalement, puisqu'aujourd'hui il y a suffisamment en France de production pour nourrir les animaux. Les animaux ne sont pas en vocation forcément à manger des céréales non plus. Donc c'est aussi une manière d'inciter aussi les producteurs à revoir leurs pratiques. Donc c'est dans ce sens-là qu'on le fait aussi. Ok, merci. Bernard, vous aussi, vous avez le sentiment d'être un acteur d'avenir? Alors, pas seul, avec un groupe de producteurs. Donc je vais vous parler en quelques mots effectivement de la filière du petit épeautre en remontant... pas à l'origine de la graine, mais à l'origine de cette filière. En gros, il y a une vingtaine d'années, 6 producteurs un peu aventuriers s'étaient dit, mais pourquoi on ne relancerait pas en Haute-Provence, dans des régions très sympathiques d'ailleurs, une culture de petit épeautre qui finalement correspondait bien à ce qu'eux voulaient faire, et puis à ce que leur terrain pouvait leur permettre de faire. Donc, ils ont travaillé, ils se sont réunis. On ne parlait pas de commerce équitable entre nous. On s'est dit, mais si on pouvait aussi être là pour valoriser votre production. Et on s'est mis autour de la table. Donc il y a eu un travail avec un élément qu'il faut prendre en compte, je pense, dans notre quotidien, c'est le facteur temps. Il faut accepter qu'on ne fait pas les choses en quelques instants. Il faut accepter que le temps va nous permettre de bien
mettre en place les choses. Donc on a créé un syndicat de producteurs, qui était d'ailleurs le syndicat qui a été reconnu par l'INAO pour porter une IGP. Donc ce produit est sous IGP. Et puis d'année en année, les producteurs se sont intéressés. Aujourd'hui, ils sont 80 producteurs. Ils produisent à peu près 700 tonnes de petits épeautres en Haute-Provence, sous cette IGP. Et puis, dernièrement, on s'est intéressé aussi à travailler un sujet qui peut nous concerner tous un jour, je pense, j'espère, c'est la transmission. Il y avait un savoir-faire qui avait été acquis au sein de cette filière par un producteur transformateur qui faisait l'étape de décortiquage. Il faut décortiquer le petit épeautre pour pouvoir le consommer. Et notre ami Étienne avait les cheveux qui blanchissaient fortement. Et il s'est dit, voilà, maintenant il faut que je transmette. Et on s'est mis à nouveau autour de la table en disant, ça c'est un nouveau projet sur lequel on va pouvoir travailler. Et on a créé une société qui s'appelle Bio en Grain, dans laquelle on a fait rentrer les producteurs, dans laquelle on a associé les transformateurs que nous sommes, pas que nous, un meunier également. Et ça nous a permis de justement installer dans cette unité ce savoir-faire qui était précieux pour la filière. Donc voilà, ça je trouve que c'est aussi... on va parler maintenant commerce équitable. Tout ça, on l'a labellisé. On a fait en sorte de répondre à beaucoup de choses qui ont été expliquées ce matin. Je voulais juste faire ce petit commentaire sur la transmission, parce qu'une filière, c'est d'abord des hommes et des femmes. Et je pense que ça, c'est un point important. Donc on a mis en place une labellisation de cette filière sous le référentiel proposé par notre association, Biopartner. Et aujourd'hui, les producteurs qui naturellement étaient entrés dans un projet se sont dit, assez naturellement, on répond aux règles du commerce équitable. Donc ça n'a pas été un effort surhumain que de dire, on va se réunir pour parler de nos conditions de travail, nos prix, etc. Donc on se voit régulièrement. Ça n'a pas été non plus très compliqué pour se dire, il faut qu'on ait un projet agronomique et plus large qu'agronomique, agro-environnemental. Donc on a mis en place, dans le cadre de notre plan de développement, effectivement, un plan d'amélioration de ce point de vue-là, notamment en travaillant sur les rotations, en travaillant sur un cycle vertueux qui associe des exploitations de polyculture élevage avec des exploitations de plantes aromatiques qui permettent d'avoir là aussi une grande biodiversité. Et puis on a labellisé cette filière parce que ça nous permettait aussi de la faire reconnaître à travers ce label sur les étals des consommateurs. Merci. Je voudrais qu'on regarde s'il y a des questions du public, Elsa. Il y en a? Oui, il y a ça beaucoup de pas. questions. Je vous invite pour qu'on puisse faire notre choix à voter pour vos questions préférées. Vous pouvez les voir directement sur votre application. Oui. Il y a 15 questions et ça va être très dur de faire un choix sinon. Donc Alors, on peut peut-être prendre la première sur comment est-ce qu'on embarque des nouveaux producteurs dans la démarche. Rémi, vous me disiez l'autre jour en préparant, nous on fait des réunions dans les cuisines des producteurs, on est 10 et 6 mois après il y a le camion qui passe. Oui. Donc ils se sentent concernés. Là c'est au niveau de la production, ça c'est les producteurs qui sont concernés, mais la question elle est plus sur comment on fait pour que nos clients soient demandeurs. En fait aujourd'hui les clients sont naturellement demandeurs parce que le marché est demandeur, c'est le marketing qui leur a dit que. Donc ils y viennent. Après nous on l'initie forcément aujourd'hui quand on a un client, quand on a un contact, quand on va vendre du lait, on va prendre un prix, on vend une démarche de producteur, on vend une qualité environnementale, une qualité de lait, une durabilité. On vend tout ça avec le lait, c'est un pack. Vous prenez pas. Alors quand on est fort sur le marché et qu'on a plus de 30% du marché, on peut le faire. Quand le marché est porteur aussi, il y a des années difficiles pour tout le monde aussi, il ne faut pas se voiler la face. Le marché, c'est un outil de développement super. Mais il faut aussi qu'on existe quand le marché est moins bon, mais c'est ça qu'on gère à Biolay en fait. C'est ces variations par rapport au marché. Mais aujourd'hui, on est toujours sur un marché porteur, donc c'est assez facile aujourd'hui. Enfin, facile, c'est jamais facile, mais d'aller. On ne l'imposera pas le commerce équitable, mais d'aller bien expliquer que si vous voulez du lait chez nous, on ne vend pas que du lait, et il y aura d'autres choses à porter avec. Quoi. Et chez les producteurs, c'est aussi quand je parlais de réunion avec les producteurs, c'est aussi on leur dit quand vous voulez adhérer à Biolay, vous n'avez pas seulement un collecteur, un camion qui passe. On va vous demander votre avis, on va vous demander de vous impliquer, et on vous laissera pas tranquille. Quoi.
Ok, on parle beaucoup bio. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on est aux assises du commerce équitable ou aux assises de la bio? Céline, pour vous, est-ce qu'on peut Je voulais différencier répondre à les la deux? première question. Fallait pas nous inviter. Je pense qu'il n'y a pas, surtout pas d'incompatibilité. Et puis, on a parlé des impacts environnementaux juste avant dans les exposés. C'est sûr que la réponse par l'agriculture biologique paraît évidente. Alors, je vais peut-être rembrayer sur un commentaire que je voulais faire. Effectivement, comment attirer de nouveaux producteurs, hein. Il faut aussi qu'on soit capable de comprendre quelles sont les problématiques auxquelles ils ont à faire face. On a eu, nous, à se poser la question. On avait besoin de production supplémentaire. Donc, trouver des producteurs parfois un peu plus éloignés de notre outil de transformation. Mais il fallait qu'on règle une problématique de logistique. Donc, on a travaillé avec eux pour dire quels moyens on met en place pour faire en sorte que la logistique ne soit pas un frein à la production. Et comment on fait aussi en sorte qu'on ne consomme pas trop de temps, parce que là aussi c'est un facteur important sur les exploitations agricoles. Comment on fait en sorte de ne pas consommer trop de temps pour gérer cette production. Donc ça c'est... alors il y a la réponse par le prix, on y reviendra sans doute, mais c'est aussi faire en sorte de comprendre les problématiques des agriculteurs, et c'est à travers les réunions qui peuvent être faites, formelles ou informelles, hein, on est souvent aussi dans des réunions très informelles, qu'on arrive à faire émerger ces sujets et les traiter dans cet objectif de construction d'une filière durable. D'accord, merci. Première question. Nous sommes restés très longtemps. Nous, notre modèle, c'est Biolay, bien sûr. Donc, donc on est resté très longtemps à entre 5 et 9 producteurs. Et l'année dernière, on s'est dit non, il faut qu'on rattrape Biolay. Donc on est passé à 18 producteurs en une année, ce qui est pas mal. On en a 1400. Hein. Oui, bon, il y a juste un 0 en plus. Ah non, 2. Non, alors... moi, je suis assez d'accord que nos démarches sont quand même très exigeantes pour les producteurs, c'est-à-dire on les implique, ils sont obligés ils sont obligés de s'impliquer. Nous, dans notre ancien fonctionnement en GIE, on se réunissait tous les mois et tous les producteurs étaient présents. Alors, on n'était pas nombreux, c'est sûr, mais quand même. Et maintenant, donc, avec l'accueil de nouveaux producteurs, évidemment, on a revu un peu notre mode de gouvernance, mais on reste à 4 réunions plénières par an. Et on trouve ça fait partie, je pense, du commerce équitable. C'est-à-dire, on discute des prix ensemble et on les construit. L'analytique est transparente. Du début à la fin, et c'est fondamental parce que sinon on ne peut pas se dire, on ne peut pas se revendiquer du commerce équitable. La construction des prix, c'est garantir au producteur la juste rémunération de son travail, et donc derrière de la résilience pour supporter les crises éventuelles, pour aborder éventuellement de nouvelles productions, être dans une démarche de recherche. Et là, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que notre groupement est un outil qui permet justement d'entrer dans cette démarche. Et finalement, on n'était pas tout à fait sûr, mais finalement, il y a beaucoup de producteurs qui avaient envie de nous rejoindre. Et notre groupement a permis et des conversions et des installations. Alors bon, on n'est pas... D'accord, parce que là, on a l'impression en fait, que vous êtes tous en bio depuis des années, mais il y a des gens qui vous ont rejoint plus récemment, qui, eux, ne l'étaient pas. Et le fait d'être un mouvement de commerce équitable a permis de les attirer vers vous. Voilà. Et bien sûr, on est sur le commerce équitable, c'est le thème de la journée. Mais quelque part, est-ce qu'on peut se passer de l'évolution à terme vers l'agriculture biologique quand on entre dans une démarche de commerce équitable, quelque part, le producteur, il est déjà fier d'être dans cette démarche, mais il a envie d'aller plus loin, je pense. D'accord, c'est ce qui permet de répondre aussi au scénario TIFA évoqué par l'IDRI. Julie, il nous reste quelques minutes question seulement pour une question. Pour rester dans notre timing. Alors là, on a une question qui a été plébiscitée par 10 personnes, donc il faut qu'on arrive à comprendre de quoi il s'agit. Biolay et ferme de Chassagne. En travaillant avec Biocoop, vous avez une reconnaissance aussi d'être en commerce équitable, mais comment est-ce que vous valorisez, vos productions comme étant engagées dans cette démarche?
Est-ce que vous avez un logo, une reconnaissance officielle? Est-ce que ça a du sens, en fait, en tant que groupement, d'être identifié comme faisant partie du mouvement du commerce équitable, ou est-ce que le commerce équitable, ce n'est pas ce qui qualifie la relation entre vous et vos acheteurs? Oui, pour nous, c'est bien ça, c'est ce qui qualifie la relation. Nous, on n'a pas un logo. Avec Biocop, il y a le logo qui était propre à Biocop, voilà, qui a ses limites aujourd'hui. Mais après, si le client il veut faire For Life, nous, on est ouvert, on n'a pas fait le choix. C'est vrai que ça serait plus simple pour une organisation comme nous d'avoir un logo commerce équitable, comme on a un logo agriculture biologique, on a l'Eurofeuille, tous les gens qui sont adhérents Biolay adhèrent à ce cahier des charges. Et après, voilà. Il y a un cahier des charges de production et non pas de relation avec l'acteur. De relation, mais le commerce équitable, il va dans la relation jusqu'au contrat commercial. Ça veut dire qu'avec chaque, même si on ne peut pas dire que nous, on est labellisé commerce équitable. On répond aux critères. Après, si le client qui est en face de nous répond aux critères aussi et qu'on se met d'accord sur la démarche sera valorisée commerce équitable. Donc, on n'a rien de standard. On a juste les moyens de le faire. Okay. Est-ce que c'est plus clair? Céline? Nous, on serait favorable à pouvoir être labellisé commerce équitable. Parce qu'on a l'impression aussi d'y être, même si le groupement est géré par les producteurs. Quelque part, il y a quand même un accord tripartite aussi dans cette relation. D'accord. Bon, on va poursuivre ces questions de garantie et de logo tout à l'heure. Bernard, le mot de la fin. Et puis après, on passe à la table ronde suivante. Pour compléter sur le logo, pour nous, c'est important de l'imposer. Et c'est important aussi de faire reconnaître aux consommateurs l'existence d'un travail qui existe depuis l'amont jusque chez eux. Et je crois que ça va être évoqué un peu plus loin. On a même fait le choix au niveau de notre association d'impliquer un peu plus les structures de distribution pour faire en sorte qu'ils soient porteurs jusqu'aux consommateurs de cette identité et faire en sorte que le consommateur soit convaincu du côté vertueux de la démarche. Ok, merci beaucoup. On peut les applaudir.